comme nos intervenants vont évidemment mettre beaucoup l'accent sur ce qui est le thème de cette matinée, le rôle de la protection sociale complémentaire dans l'identification de la branche professionnelle, je voudrais m'arrêter, moi, plutôt quelques instants sur le sous-titre que nous avons donné à cette rencontre, la branche, lieu de construction de politique collective par ceux qui la composent. Et c'est un petit peu notre manifeste au sein du comité d'experts Culture Branche, d'ailleurs. Alors, a priori, on pourrait se dire qu'un tel sous-titre est parfaitement inutile. D'ailleurs, il serait normal qu'il le soit. Malheureusement, on constate que ce n'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, quand le ministère du Travail lui-même semble penser au motif qu'il existait 700 IDCC dans les tableaux de la DGT, qu'il existait il y a quelques années 700 branches, on voit bien qu'il y a quand même un sujet autour de ce qu'est la branche. Vous le rappeliez, André Renaudin, Jacques Barthélémy également, ce n'est pas la convention collective qui fait la branche. Et donc, par voie de conséquence, c'est encore moins l'IDCC. L'identifiant de convention collective, qui n'est qu'un numéro de classification administrative, ne saurait évidemment déterminer la branche professionnelle. Donc, construction de politique collective par ceux qui la composent, ça fait évidemment référence en premier lieu aux entreprises, c'est-à-dire aux employeurs et aux salariés au sein de la branche, à travers leurs représentants, dont la nouveauté depuis quelques années est que leur représentativité est mesurée, prouvée, publié, qu'il s'agisse de la représentativité des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs. Et je crois que globalement, tout le monde a à peu près analysé et tiré les conséquences de cette réforme extrêmement fondatrice de la représentativité dans le dialogue social d'entreprise. Tout le monde a bien pris conscience que nous ne sommes plus dans le monde d'avant, dans lequel la légitimité des acteurs sociaux était descendante. Je suis représentatif au niveau interprofessionnel, donc je suis dans les branches, donc je le suis au niveau de l'entreprise, descendante et présumée. On est passé à une représentativité qui est mesurée, prouvée et ascendante. Je suis représentatif dans l'entreprise, donc je peux y négocier. Je suis représentatif des employeurs et des salariés de la branche professionnelle, donc je peux négocier dans la branche professionnelle. Et parce que je suis représentatif de branche professionnelle, je le suis au niveau interprofessionnel. Donc les enseignements ont été tirés dans le dialogue social d'entreprise parce que la négociation collective d'entreprise a vu sa capacité normative s'accroître au fil des années. Je crois que le travail d'analyse des conséquences n'a pas encore été totalement fait au niveau du dialogue social de branche et en particulier par les pouvoirs publics. Alors, tout le monde souligne bien sûr que la branche prescriptrice, coupée de ceux qui la composent, exerçant une tutelle étroite sur la négociation collective, est une construction qui est datée. Mais en réalité, dans beaucoup de branches professionnelles, elle n'était déjà plus le modèle depuis très longtemps. Voire même dans certaines branches, ça a pu ne jamais être le modèle. Pour juste illustrer par la branche du commerce à prédominance alimentaire dans laquelle j'exerce, cela fait plus de 20 ans que les dispositions de la Convention collective nationale en matière de temps de travail présentaient un caractère supplétif, indiquaient qu'elles s'appliquaient en l'absence d'accord d'entreprise. Et en ce qui concerne notre négociation de branche, sur plus de 40 accords de branche qui auraient pu comporter ces fameuses clauses de normativité dont on a tant parlé au moment des ordonnances travail, entre 2004 et 2016, seuls 3 accords de branche en ont comporté de telles clauses. Et à chaque fois, c'était parce qu'il y avait le choix des entreprises d'élaborer collectivement une politique sur un sujet donné. Et que dans ce cas-là, lorsqu'on est sur un dialogue social de branche qui s'appuie sur la représentativité des acteurs et que ceux-ci sont d'accord pour élaborer une politique collective sur un point donné parce qu'ils considèrent que tel sujet apporte non pas une addition de réponses individuelles dans le cadre de la politique sociale de chacune des entreprises, mais une réponse collective qui est celle de la profession, il est légitime que ce rôle prescriptif puisse être reconnu. En fait,
c'est tout simplement reconnaître aux entreprises une capacité d'organisation collective identique à la capacité d'organisation individuelle qu'on leur reconnaît dans le cadre de leur propre dialogue social. Et évidemment, dans ce cas-là, il y a aucune opposition possible entre la négociation d'entreprise et la négociation de branche, mais une totale complémentarité, à la fois dans le rôle et dans les domaines, parce qu'on est totalement dans la démocratie sociale. Et à l'heure où on voit bien que la question de l'acceptabilité sociale de la norme, de la règle, est fortement interrogée dans notre société, la légitimité dont est assortie la règle issue du dialogue social est sans doute un atout extrêmement précieux. Et comme la branche est un lieu de concurrence, il ne peut effectivement pas y avoir une capacité d'engagement des entreprises si chacun peut ensuite s'en exonérer. Donc la notion de prescription inhérente à l'accord collectif de branche sur un certain nombre de sujets, sur les points à l'égard desquels les entreprises élaborent cette politique collective est également incontournable. Alors évidemment, ça suppose des garanties extrêmement élevé en termes de représentativité des acteurs. Mais on a très largement aujourd'hui mis en place ces garanties de représentativité. Et aujourd'hui, nos partenaires sociaux peuvent s'appuyer sur une audience dans les élections dans les entreprises, dont beaucoup sans doute de politiques pourraient envier. Donc, je pense que par rapport à cette évolution et à la capacité des entreprises à s'organiser collectivement dans ce cadre paritaire, on est un petit peu au milieu du gué. Évidemment, la négociation de branche fait partie de ce mouvement parce qu'elle s'inscrit totalement à côté de la constitution des politiques individuelles de chaque entreprise, mais dans le même temps, chez les pouvoirs publics, je crois qu'on continue à voir trop souvent la branche professionnelle, non pas comme ce lieu de pratique ou de construction de politiques collectives avec une légitimité ascendante, mais plutôt comme un lieu de mise en œuvre, un lieu intermédiaire, un niveau intermédiaire de mise en œuvre des politiques publiques avec une légitimité descendante, voire même une légitimité octroyée. Et le mouvement de restructuration des branches professionnelles n'est pas exempt de cette tendance. C'est quand même frappant, je crois, de constater que parmi les critères de restructuration administrative des branches professionnelles figure le fait pour une branche de ne pas ou de mal mettre en œuvre la récente réforme de la formation professionnelle, alors que le fait pour une branche de négocier depuis 5 ans ou 10 ans dans le cadre de la commission mixte paritaire présidée par l'État n'est pas considéré comme un des critères possibles d'examen dialogue social. C'est-à-dire que le fait que l'État soit présent dans les discussions, ce n'est pas la question que l'État s'immisce dans les négociations de branche à travers sa présidence des commissions mixtes paritaires. C'est tout simplement le fait qu'il soit présent. Est-ce que c'est bien son rôle? Est-ce qu'on imaginerait l'inspecteur du travail présent dans des négociations d'entreprise, et de manière durable en plus? Donc, le fait que ça n'apparaisse pas comme quelque chose, comme une page qui serait à tourner, je crois que c'est assez révélateur, malheureusement, d'une vision qui subsiste. Et j'espère que cette matinée aura vocation à faire évoluer un peu les choses. On a un travail important d'investigation à mener sur la finalité de la branche, sur sa place dans la construction de la norme sociale, mais de préférence en se remettant dans le bon sens de la marche, celui qu'on connaissait depuis 40 ans, vers une évolution vers plus de démocratie sociale, vers plus d'autonomie dialogue social, y compris le dialogue social de branche, en n'opposant évidemment pas le dialogue social de branche et le dialogue social d'entreprise, mais en reconnaissant que c'est, dans les deux cas, la création de la norme par ces acteurs. Et évidemment, la branche, lieu de construction de politique collective par ceux qui la composent, ça suppose également d'avoir, en matière de protection sociale complémentaire, mais comme dans les autres domaines, comme en matière de régulation de concurrence, par exemple, de disposer des outils juridiques qui permettent ces constructions. Sinon, ça reste un slogan et uniquement un slogan. Je crois que par rapport à ces outils juridiques, nous avons ce matin tous les intervenants qui sont sans doute les plus à même de nous éclairer en la matière et sous l'impulsion, évidemment toujours extrêmement féconde de Jacques Barthélemy.